Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en cette soirée du lundi 6 juillet 2026. À la une de l'actualité de ce soir, Fitch, un garçon de 15 ans porté disparu depuis le 26 juin, a été retrouvé sans vie hier. Son corps a été découvert à Tongarive dans le Fukuntan de Tanzumbat, auprès d'une décharge non loin de son domicile. Selon sa famille, il aurait été assassiné avec une extrême cruauté. Son corps portait de nombreuses blessures et ses proches soupçonnent qu'il a été aspergé d'acide ou d'un liquide de bouillon avant que son corps ne soit abandonné par son ou ses agresseurs. Reportage sur les images de Yves Janel. Le corps sans vie de Fitch, un adolescent de 15 ans, a été retrouvé sous des broussailles à proximité de la décharge de Tongarive. Le 26 juin, il avait quitté son domicile pour assister au podium organisé à l'occasion de la fête nationale. Personne n'imaginait alors que ce serait la dernière fois que sa mère verrait son sourire et entendrait sa voix. Fitch a été victime d'un meurtre d'une rare violence. Une profonde blessure a été constatée au niveau de son cou et son corps présentait des graves lésions. Sa famille est convaincue qu'il n'a pas été tué à l'endroit où il a été retrouvé, mais que son corps y a été transporté puis abandonné. Durant les 9 jours de sa disparition, ses proches n'ont jamais cessé de le rechercher. Jour et nuit, ils ont parcouru de nombreux endroits, affiché des avis de recherche et sollicité toute personne susceptible de fournir des informations. Malgré leurs efforts, il n'y a eu aucune information. Face à cette immense douleur, la famille reste avec de nombreuses interrogations. Elle réclame que toute la lumière soit faite sur cette affaire et demande l'accélération de l'enquête afin d'identifier et de traduire en justice les auteurs de ce crime. Bien qu'il ne soit plus parmi eux, Fitch reste dans les souvenirs de ses proches et de ceux qui l'ont connu comme un jeune garçon souriant, aimable et chaleureux. Selon eux, il était un adolescent plein de rêves et d'espoir. Au moment de la réalisation de ce reportage, son corps n'avait pas encore été remis à sa famille. Celle-ci a demandé qu'une autopsie approfondie soit pratiquée afin de déterminer avec précision les causes et les circonstances de son décès. Et l'inquiétude et la peur font désormais partie du quotidien des parents ayant encore de jeunes enfants et des adolescents face à la recrudescence actuelle des disparitions d'enfants qui touchent presque toutes les régions de Madagascar. En conséquence, chaque parent prend les mesures qu'il juge nécessaires. C'est un reportage de Aniana Martina et Yves Janel. L'après-midi, moment habituellement consacré aux jeux des enfants, cette petite fille de seulement 10 ans accompagne sa mère et sa tante maternelle qui vendent des légumes. La raison, la peur de la laisser seule à la maison sans surveillance. Les parents, et particulièrement les mères de famille, vivent réellement dans une inquiétude et une angoisse permanente face à la situation. Même si c'est la période des vacances, ils préfèrent garder les enfants sous leurs yeux plutôt que de les confier à d'autres personnes de peur qu'ils ne disparaissent. Chaque foyer adopte ses propres mesures pour surveiller et protéger ses enfants, même si les parents doivent malgré tout continuer à travailler. L'inquiétude et l'angoisse provoquées par les disparitions répétées d'enfants ces derniers temps sont devenues une réalité pour les parents. Cette situation laisse des traces chez ceux qui ont des enfants, d'autant plus que la plupart des enfants signalés comme disparus sont malheureusement retrouvés sans vie. Restons toujours dans cette page fait divers. L'homme présumé avoir retenu de force la jeune femme Ansran a été arrêté hier soir par les forces de l'ordre. Une enquête approfondie est déjà en cours concernant cette affaire et des mesures strictes seront prises s'il est prouvé que le membre des forces de l'ordre ainsi que le médecin cité dans ce dossier ont effectivement commis ces actes répréhensibles. Les forces de l'ordre d'Ansran appellent également les familles des deux autres jeunes femmes à faire une déclaration de disparition. Ces deux jeunes femmes auraient été retenues avec celle qui a livré son témoignage. Les détails avec Aniana Martina et Yves Janel. Ce témoignage a circulé sur les réseaux sociaux tout au long de la journée d'hier. Une jeune femme y raconte avoir été retenue de force par une personne avec laquelle elle était déjà en contact depuis le 25 juin dernier. D'après son récit, elle n'était pas seule. 2 autres jeunes femmes auraient également été retenues avec elle, mais elle aurait été examinée par un médecin puis emmenée. Le fait que cette jeune femme fumait aurait été, selon les informations, l'une des raisons pour lesquelles les malfaiteurs l'auraient relâchée. Elle aurait été droguée puis abandonnée dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Cette affaire a fortement troublé la ville d'Ansranan.
À la suite du témoignage, une enquête a été menée et a permis d'interpeller l'homme cité comme étant celui qui les aurait retenus de force. Outre ce membre des forces de l'ordre, un médecin serait également impliqué dans cette affaire. L'enquête approfondie est déjà engagée et selon les explications, les personnes impliquées devront répondre de leurs actes conformément à la loi. Les familles des 2 jeunes femmes mentionnées, dont les noms et identités ne seront pas encore connus des forces de l'ordre, sont invitées à faire une déclaration afin de permettre leur identification. Dans la suite des actualités de ce soir, la passation de service entre l'ancien chef de Fukuntan et le nouveau chef de Fukuntan de Manzakaray 2B n'a pas pu être menée à son terme. Les habitants du quartier ont manifesté devant le bureau affirmant qu'ils n'acceptent pas une personne nommée et réclament une élection. Selon eux, la personne appelée à diriger le Fukuntan doit être appréciée de la population et connaître les problèmes de cette dernière. Ils estiment que ce sont les personnes vivant sur place qui connaissent le mieux ces réalités et non celles qui prennent des décisions depuis leur bureau. Toujours un reportage sur les images d'Yves Janel. Selon les habitants mobilisés, la nomination du chef de Fukuntan de Manzakaray 2B constitue une confiscation du choix populaire. Ils refusent, disent-ils, les décisions prises par quelques personnes autour d'une table. Ainsi, le bureau du Fukuntan ne rouvrira pas tant que le choix de la personne appelée à le diriger ne sera pas rendu à la population. Le chef de Fukuntan doit travailler en étroite collaboration avec les habitants et écouter les doléances à la base. Il devrait donc être désigné par voie d'élection. La passation de service entre l'ancien chef de Fukuntan et le nouveau chef de Fukuntan nommé Manzakaray 2B devrait avoir lieu aujourd'hui. Toutefois, elle n'a pas pu se tenir jusqu'au départ des journalistes présents sur place. Ce qui fait l'actualité de ce jour également, c'est l'examen du BEPC. Justement, l'examen officiel du BEPC 2026 a débuté aujourd'hui lundi 6 juillet. Les épreuves se dérouleront pendant 4 jours pour les 327 815 candidats de toute l'île. Les détails avec Felana Hakuzorsul Inzaranjiansu. Dès 6h30 ce matin, le portail était déjà ouvert et les 800 candidats au BEPC du centre EPP de Nansan sont entrés progressivement. 712 candidats sont inscrits en option A et 88 en option B. L'appel des candidats a commencé à 7h30. À 8h, l'ouverture des enveloppes et la distribution des sujets ont débuté dans les salles d'examen. Des dispositions ont été prises par le ministère responsable afin de prévenir d'éventuels troubles pendant les épreuves du BEPC. La première matière subie par les candidats aujourd'hui était le malagasy, suivi des sciences de la vie et de la terre dans l'après-midi. Et 2 matières étaient au programme de cette première journée d'examen du BEPC, le malgache dans la matinée et les sciences de la vie et de la terre dans l'après-midi. Selon les candidats rencontrés par nos journalistes aujourd'hui, les sujets proposés avaient dans l'ensemble déjà été abordés en classe. Pour la journée de demain, mardi, les candidats au BEPC composeront en mathématiques et en français. Et dans ce cadre, justement, presque tous les parents des candidats au BEPC avec lesquels nous avons échangé aujourd'hui ont interrompu leurs activités quotidiennes. Selon eux, accompagner leurs enfants pendant les examens représente un soutien important pour ces derniers. Radramananzatou, vous, Kevin Ravuniarson, nous en disent plus. Depuis tôt le matin, les parents des candidats au BEPC étaient présents pour accompagner leurs enfants dans les centres d'examen. Chacun avait déjà mis en place une organisation préalable afin de concilier ses activités quotidiennes et l'accompagnement de son enfant. Concernant les repas, la plupart des parents ont également préparé des plats particuliers selon les préférences des candidats. En raison de la consigne interdisant l'accès au centre d'examen pendant la pause déjeuner, les parents se sont rendus dans des lieux situés aux alentours, non loin des centres, afin de déjeuner avec leurs enfants. Demain, mardi 7 juillet, marquera la 2e journée de l'examen du BEPC.
Et dans l'actualité sportive, suspendu, l'attaquant de l'équipe américaine Folarin Balogun pourra finalement jouer lors du match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de football contre la Belgique ce lundi 6 juillet, malgré le carton rouge reçu lors de la rencontre face à la Bosnie-Herzégovine, selon l'annonce faite hier par le président de la FIFA, Gianni Infantino. D'après les informations publiées par le New York Times, le président américain Donald Trump aurait personnellement appelé le président de la FIFA pour lui demander de réexaminer cette suspension. Or, selon les règlements de la FIFA, un joueur ayant reçu un carton rouge ne devrait pas être autorisé à disputer le prochain match, en l'occurrence la rencontre États-Unis-Belgique prévue aujourd'hui. Pourtant, de manière inattendue, la FIFA a annoncé avoir modifié la sanction prononcée par sa commission après des échanges avec le président américain. Alors qu'il s'agissait initialement d'une suspension ferme d'un match, celle-ci a été transformée en suspension d'un match avec sursis assorti d'une période de probation d'1 an, ce qui permet à l'avant-centre américain de jouer aujourd'hui selon les explications. De son côté, la fédération belge s'est dit totalement surprise par cette décision, d'autant plus qu'elle accompagne d'une intervention du président américain dans les affaires de la FIFA. Plusieurs médias étrangers ont confirmé cette information ce matin. Par ailleurs, Donald Trump s'est déclaré satisfait de cette décision de la FIFA. Partant à présent, toujours à l'international, en France, le feu continue de brûler près de Perpignan où les pompiers s'acharnent pour tenter de le maîtriser. Près de 10 000 habitants ont été évacués face à la progression des flammes qui ont déjà détruit 4 600 hectares. 5 personnes, dont 2 pompiers, ont été blessées. L'arrivée de la 3e étape du Tour de France aux Angles est maintenue aujourd'hui, mais se déroulera sans public côté français. France 24. Partout en France, les mêmes scènes de désolation. Allée de Nons, commune du Gard, dominée par un panache de fumée colossal. Dans les Pyrénées-Orientales, mais aussi en Bretagne, comme ici fin juin, ou encore dans le Maine-et-Loire. Des incendies qui semblent avaler les hectares de végétation. Les pompiers luttent, mais avec difficulté. C'est l'ensemble du feu qui continue d'avancer avec le vent. Le vent, c'est tellement sec que ça fait qu'avancer. De conséquents moyens déployés au sol, auxquels s'ajoute l'incessant balai aérien des engins bombardiers d'eau. Ces incendies marquent le début de la saison des feux avec 1 mois d'avance, selon le ministre de l'Intérieur. Les moyens seront-ils suffisants pour faire face à l'éventualité d'une saison des feux particulièrement virulente? Les pompiers craignent des manques d'effectifs. Ce que nous avons peur, c'est un manque de disponibilité. Ce que nous avons peur, c'est effectivement de continuer sur cette zone d'intensité et de feux multisites. Des renforts européens seront présents tout l'été pour épauler les Français. Des pompiers venus notamment de Roumanie, de Grèce ou d'Italie. Et au Venezuela, le double tremblement de terre qui a dévasté le nord de ce pays le 24 juin dernier a fait plus de 3000 morts selon un nouveau bilan publié hier dimanche. Des autorités ont commencé à faire enterrer des victimes non identifiées. France 24. Katia Lamar, l'une des villes les plus frappées par le séisme au Venezuela. Les gars, on va faire des vaccins anti-tétaniques. Qui en a besoin? Dans les ruines, les habitants continuent de chercher leurs morts. Toutes les personnes qui ont participé au secours ou transporté des corps doivent obligatoirement se faire vacciner contre le tétanos. Plus de 10 jours après le désastre, les épidémies menacent les sinistrés. Une équipe de bénévoles administre sur place le vaccin le plus urgent. Ceux qui ont donné leur nom de ce côté, s'il vous plaît. Dans les catastrophes naturelles, beaucoup de gens sont exposés à des blessures et à des infections au tétanos. C'est donc le moment pour tous ceux qui ont participé au secours de se faire vacciner. C'est grâce à ces vidéos sur les réseaux sociaux que ce médecin a obtenu les doses. Dans une tragédie de cette ampleur, notre devoir est d'éviter que cela ne devienne un foyer infectieux.
Toute la région de la Guaira est meurtrie. Outre les morts et les blessés, des milliers de familles se retrouvent sans toit ni travail. Quelqu'un avec un tout petit bébé, un bébé tout petit, venez. Dans un pays sous le choc, la fracture politique semble pour un temps oubliée. Ici, tout le monde a aidé. Il n'y a pas une personne qui n'ait pas aidé une autre. Ça va être dur de remettre le pays sur pied. Beaucoup de gens ont souffert. Sur ce parking de la gare routière de Katia-Lamar, un hôpital de campagne a été dressé par une clinique privée. Il fonctionne grâce aux dons de particuliers récoltés sur les réseaux sociaux. Et c'est la milice bolivarienne et l'armée vénézuélienne qui assurent la sécurité. À sa tête, le docteur Jorge Bustillos. On s'est bien occupé de vous, madame? Très bien, super. Que Dieu vous bénisse. Dans le chaos ambiant, un chiffre inquiète, celui des personnes disparues. Leur nombre a été centralisé sur une plateforme citoyenne. Énormément de disparitions ont été signalées plusieurs fois. J'ai le chiffre de 47 000 personnes toujours recherchées. En réalité, il pourrait être autour de 25 000. Autant de disparus que l'on a peu d'espoir de retrouver vivants. Le bilan humain pourrait s'alourdir considérablement. Et la République islamique d'Iran entre aujourd'hui dans son 3e jour d'obsèques nationales, conçu comme une démonstration de force et d'unité par le pouvoir iranien. Le cortège funèbre du défunt guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est mis en route à travers la capitale de Téhéran. Les détails toujours avec France 24. Étouffante, l'immense procession de l'ayatollah Khamenei traverse la capitale iranienne. Son cercueil, transporté sur un camion, est entouré par des dizaines de milliers d'Iraniens portant des drapeaux religieux et de la République islamique. Des messages haineux sont aussi brandis contre le président Trump, ici symboliquement pendu par la foule, avec une photo de Benyamin Netanyahou accrochée dans le dos. Des Iraniens partagés entre le deuil et un désir de vengeance envers les États-Unis et Israël, responsables de la mort de leur guide suprême le 28 février dernier. Notre objectif principal en assistant à cette cérémonie est de venger notre imam martyr. Nous ne sommes pas là pour lui faire nos adieux. Notre imam est parmi nous en ce moment même. Les martyrs sont vivants. Nous sommes ici pour montrer que sa voix perdurera. Chacune de ces personnes poursuivra son chemin les poings serrés et nous vengerons certainement sa mort en nous en prenant aux États-Unis et à Israël. Avant ce cortège funèbre, une foule de fidèles s'était déjà pressée dans l'enceinte de la Grande Mossala, un site religieux et politique où le cercueil de Khamenei a été exposé pendant 2 jours. Parmi eux, 3 fils du guide suprême, mais pas Mojtaba, son successeur, qui n'est jamais apparu en public. Après la procession de ce lundi, le cercueil doit faire escale à Rome, puis dans des sanctuaires en Irak, où vit une importante communauté chiite. Les cérémonies, qui doivent durer 6 jours au total, s'achèveront par l'inhumation de Khamenei jeudi dans la ville sainte de Machhad, dont il était originaire. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.